Et si la plus grande révolution financière du siècle avait éclaté à Ouagadougou? Imaginez, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays longtemps classé parmi les plus pauvres efface, d'un coup, près de 500 milliards de dollars de dettes. Pas un seul centime du Fonds monétaire international, pas le moindre prêt de la Banque mondiale, aucune aide occidentale. Dans les salles de marché, c'est la stupeur. Les analystes s'arrachent les cheveux, les chancelleries occidentales restent muettes, car il ne s'agit ni d'un rééchelonnement ni d'une annulation conditionnelle. Le Burkina Faso vient de solder intégralement une dette gigantesque et le monde observe, incrédule, la fin brutale de décennies de dépendance financière. Pendant des années, l'Afrique a entendu que sa survie dépendait de crédits assortis d'exigences impossibles, siphonnant ses ressources vers des créanciers lointains. Mais aujourd'hui, une petite nation sahélienne pulvérise ce récit. Une question s'impose, dérangeante. La souveraineté économique, même pour les plus modestes, serait-elle enfin à portée de main? Ce choc n'est pas qu'un exploit comptable. Il fissure les fondations de l'ordre mondial. Si ce modèle inspiré par le Burkina Faso s'avère viable, il pourrait bouleverser l'équilibre global, ouvrir aux nations du Sud une voie inédite vers la prospérité et donner à chaque citoyen l'espoir que l'argent serve enfin à bâtir écoles, hôpitaux, routes, plutôt qu'à rembourser des intérêts sans fin. Mais si l'expérience échoue, l'effet boomerang menace. Isolement, dépendance aggravée, retour des chaînes de la dette sous une forme plus perfide encore. C'est pourquoi, aujourd'hui, le monde entier retient son souffle, braqué sur Ouagadougou, conscient que l'histoire s'écrit peut-être sous nos yeux. Mais comment le Burkina Faso a-t-il réussi ce coup de maître? Pour comprendre, il faut remonter aux origines de cette dette et explorer les choix radicaux qui ont tout changé. Pendant des décennies, l'Afrique a avancé entravée, soumise à des contrats et des taux d'intérêt forgés loin de ses frontières, imposés sans réelle alternative. Le piège de la dette n'est pas propre au continent africain. Si l'on regarde l'histoire, on retrouve des situations similaires ailleurs. Par exemple, dans les années 1980, l'Amérique latine a traversé ce qu'on a appelé la décennie perdue. Des pays comme le Mexique, l'Argentine ou le Brésil, croulant sous les dettes contractées auprès des grandes institutions internationales, ont vu leur croissance s'effondrer. Les taux d'intérêt explosaient, les conditions devenaient de plus en plus sévères et l'économie réelle s'asphyxiait. Des écoles fermaient, le chômage explosait, la pauvreté progressait. Ce phénomène s'est reproduit en Grèce au début du XXIe siècle, avec la crise de la zone euro. Sous la pression de créanciers étrangers, le pays a dû accepter des plans d'austérité drastiques, coupes dans les retraites, hausse d'impôts, privatisation massive. Le résultat? Une génération sacrifiée, un tissu social déchiré et une souveraineté nationale mise entre parenthèses. Derrière l'héritage de la dette se cachent surtout les prêts conditionnés du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Officiellement, ces institutions venaient en soutien aux nations africaines. En coulisses, chaque dollar prêté s'accompagnait d'exigences rigides: coupes budgétaires, privatisation, ouverture forcée des marchés, suppression de subventions essentielles. Malgré des sols riches en ressources, l'Afrique s'est retrouvée piégée, condamnée à rembourser sans fin, tandis que l'Occident profitait d'or et de pétrole à bas prix. Pour prendre la mesure de cette dynamique, il suffit d'observer que, selon la CNUSED, chaque année, l'Afrique perd plus de 100 milliards de dollars en flux financiers illicites et paiements d'intérêts. Ce sont des sommes qui auraient pu servir à financer des universités, des hôpitaux ou développer des industries locales. À titre de comparaison, le plan Marshall, qui a permis de reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, représentait 13 milliards de dollars de l'époque, soit environ 130 milliards d'aujourd'hui. L'Afrique, chaque année, voit plus que l'équivalent d'un plan Marshall fuir ses frontières. Mais au-delà de la question financière, c'est un système de dépendance qui s'est installé. Pour obtenir un prêt, il fallait plier devant des politiques rédigées à Washington ou à Bruxelles, souvent en décalage total avec les réalités locales. Année après année, les gouvernements africains ont été sommés de placer les intérêts des créanciers avant ceux de leur peuple. Chaque report, chaque emprunt,
resserrait encore l'étau sur la souveraineté nationale. Prenons le Burkina Faso. Pendant des décennies, ce pays du Sahel a été présenté comme condamné à la tutelle financière. Son économie modeste, centrée sur l'or et le coton, semblait incapable d'échapper à ce piège. Les experts affirmaient qu'il resterait prisonnier de la dette ou sacrifierait le peu de souveraineté qu'il lui restait. Pour beaucoup, l'autonomie restait un mythe. Pour illustrer cette impasse, rappelons que, dans les années 2010, le Burkina Faso consacrait plus de 15% de son budget annuel au service de la dette. Cela signifie que chaque année, pour 100 francs collectés par l'État, 15 étaient envoyés directement aux créanciers étrangers, laissant peu pour investir dans l'éducation, la santé ou les infrastructures. Les hôpitaux manquèrent de lits, les écoles de manuels, les routes de bitume. Cette spirale semblait sans fin. Mais continuer ainsi, c'était risquer bien plus que quelques lignes de chiffres. Chaque année passée sous le joug des intérêts composés, c'était la capacité de construire des écoles, des hôpitaux et des routes qui s'effritaient. La vraie menace, c'était d'accepter cette fatalité, de renoncer à imaginer d'autres possibles. Et pourtant, alors que tout semblait écrit d'avance, un pays réputé sans espoir a choisi de bousculer les règles. Comment le Burkina Faso a-t-il réussi l'impossible alors que tous les pronostics étaient contre lui? Voici le récit d'une rupture qui a secoué tout un continent. Pas d'intervention divine, pas de sauvetage venu d'ailleurs, simplement une méthode inédite, forgée sur place. Le secret du Burkina Faso? Une mobilisation interne, sans l'ombre du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale ou d'un financement occidental. Comment un pays parmi les plus pauvres a-t-il pu rembourser près de 500 milliards de dollars de dettes? Voici comment le renversement a eu lieu. Première étape, reprendre le contrôle des ressources. L'or, longtemps bradé à l'étranger, est devenu le socle d'une renaissance. Chaque contrat minier a été renégocié, chaque clause disséquée. À force d'exigence, une part décisive des revenus aurifères est restée au pays. Les accords avec les voisins sahéliens ont été revus pour favoriser le commerce intra-africain, et non plus les flux profitant aux anciens maîtres. Chaque pourcentage grignoté devenait un pas vers l'indépendance économique. Prenons un exemple concret. En 2023, le gouvernement burkinabé a renégocié le plus important contrat d'exploitation aurifère avec une multinationale canadienne. Auparavant, la part du Burkina Faso ne dépassait pas 10% des bénéfices. Grâce à la pression populaire et à une équipe d'experts, la nouvelle répartition a atteint 35%. Cette augmentation a permis de dégager des centaines de millions de dollars supplémentaires investis dans des projets visibles. La construction du plus grand centre hospitalier du pays à Bobo-Dioulasso, la réfection du réseau routier entre Ouagadougou et Kaya, la mise en place d'un programme de bourses scolaires pour les jeunes filles. Deuxième étape, transformer la dette en levier national. Le gouvernement a lancé des obligations accessibles à tous, banques locales, fonds de pension, petites entreprises, mais aussi citoyens ordinaires. Commerçants, enseignants, familles entières ont pu participer. Même les plus petites économies ont compté. Acheter une obligation, c'était affirmer sa souveraineté. Les fonds collectés restaient sur place et servaient à bâtir écoles, routes et hôpitaux, visibles par tous. Pour illustrer cette dynamique, prenons le cas de Fatoumata, une institutrice de Ouagadougou. Lors du lancement de la première émission obligataire nationale, elle décide d'investir l'équivalent de 2 mois de salaire, soit environ 100 000 francs CFA, dans le projet. Quelques mois plus tard, elle visite la nouvelle école de son quartier, financée par ses fonds. Pour elle, ce n'est plus un simple investissement financier, mais un acte citoyen, une fierté de contribuer à l'avenir de ses élèves. La vraie rupture, c'est la transparence. Chaque dépense était publiée en temps réel sur le site du ministère des Finances. Où allait chaque franc? Qui bénéficiait de chaque chantier? Impossible de tricher. Cette clarté a libéré 2 forces insoupçonnées, une confiance nouvelle et une adhésion massive. Les habitants voyaient concrètement leurs efforts prendre forme. Écoles, routes, hôpitaux sortèrent de terre grâce à eux. La confiance devenait contagieuse. Pour garantir cette transparence,
le gouvernement a mis en place un comité de surveillance composé de membres de la société civile, de journalistes et de représentants syndicaux. Chaque trimestre, un rapport public détaillait l'avancement des chantiers et les obstacles rencontrés. Cette démarche a inspiré d'autres pays africains, comme le Ghana, qui a annoncé la création d'un observatoire citoyen pour suivre la gestion des fonds publics. Le résultat a été fulgurant. Les obligations nationales ont été sursouscrites. La demande dépassait toute prévision. Jamais le pays n'avait connu une telle mobilisation. Des dizaines de milliers de familles, d'artisans, de fonctionnaires ont investi, parfois pour la première fois. Chacun devenait acteur, transformant son épargne en puissance collective. L'échec aurait signifié ruine et chaos. Mais le succès, lui, a ouvert la voie. Un précédent africain, susceptible de bouleverser l'ordre financier mondial. Ce succès rappelle les mobilisations populaires observées ailleurs dans le monde. Par exemple, lors de la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale, l'État a lancé des emprunts nationaux pour financer les infrastructures. Des millions de Japonais, parfois avec de modestes économies, ont souscrit. Résultat, des routes, des écoles, des universités bâties par l'effort collectif et une croissance spectaculaire dans les décennies suivantes. Le Burkina Faso, à sa manière, a reproduit ce schéma d'engagement populaire. Mais cette victoire inédite n'a pas été sans résistance. Les forces extérieures et certains intérêts locaux ont tout tenté pour enrayer cette dynamique. Ce qui s'est passé à Ouagadougou déborde largement les frontières du Burkina Faso. En moins d'une semaine, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre, forçant gouvernements, institutions et citoyens à poser la même question. Et maintenant, que va-t-il advenir? Du côté occidental, la réponse a été rapide, mais feutrée. Les aides publiques au développement, autrefois essentielles, sont gelées ou redirigées. Plusieurs accords préférentiels sur le coton et l'or sont suspendus, officiellement pour réévaluation des risques. Dans les couloirs des chancelleries européennes et nord-américaines, la pression diplomatique grimpe. Les médias parlent de dérives, de précédents alarmants. Mais derrière ces mots, une inquiétude sourde s'installe. Le modèle burkinabé risque-t-il de faire école? En Afrique, la secousse est immédiate, presque palpable. Du Mali au Ghana, des députés brandissent les chiffres de Ouagadougou comme un signal d'espoir. Sur les places publiques, des collectifs citoyens réclament des audits de la dette et une mobilisation des ressources nationales. À Bamako, la création d'un fonds souverain citoyen est annoncée. Au Ghana, des ministres évoquent un possible changement de cap, inspiré du modèle burkinabé. Même au Nigeria et en Côte d'Ivoire, la discussion gagne jusqu'au plateau des médias d'État. Pour donner un exemple précis, au Sénégal, un mouvement citoyen a lancé une pétition nationale pour exiger la publication intégrale des contrats miniers et le rapatriement des recettes fiscales. Plus de 300 000 signatures ont été recueillies en moins d'un mois. À Nairobi, des étudiants ont organisé une conférence sur le modèle burkinabé, invitant des économistes du Burkina Faso à partager leur expérience. L'onde de choc franchit les océans. Au Brésil et en Argentine, des éditorialistes remettent en cause la dépendance aux grandes institutions financières. Aux Philippines et en Indonésie, les réseaux sociaux s'enflamment autour du miracle burkinabé. En Europe de l'Est, certains mouvements souverainistes citent désormais le cas africain pour dénoncer la domination financière de l'Occident. Mais c'est sur Internet que la vague est la plus spectaculaire. En quelques semaines, le hashtag Nouvel Horizon africain explose, partagé par des dizaines de millions d'internautes. De vidéos virales en podcast, une nouvelle fierté panafricaine s'affirme. Les discours changent. Il ne s'agit plus de mendier de l'aide, mais d'investir chez soi. À Dakar, Nairobi ou Abidjan, de jeunes économistes publient des analyses et dessinent d'autres futurs, rêvant d'un continent enfin maître de sa destinée. Ce bouleversement menace l'ordre établi. Si le modèle burkinabé s'étend, des centaines de milliards d'euros qui partirent vers le nord pourraient se tarir. Le Fonds monétaire international et les anciennes puissances coloniales verraient leur autorité contestée, leur levier remis en cause. Ce n'est plus une question de flux financiers, mais la légitimité même d'un système qui vacille. Face à ce basculement,
tous les regards convergent vers les grandes capitales et les institutions internationales. Vont-elles résister, s'adapter ou tenter de reprendre la main? À Ouagadougou, l'ambiance est tout autre. Entre euphorie et incertitude, le pays savoure sa victoire, mais sait que l'orage pourrait gronder à tout moment. Le Burkina Faso a prouvé que la souveraineté n'est pas un simple cri de ralliement. C'est une dynamique collective, tissée d'actes concrets et de choix courageux. Leur succès n'a rien d'un miracle. Il résulte d'une stratégie méticuleuse, audacieuse, que beaucoup jugeaient irréalisable. Et pourtant, ils l'ont accompli, sous le regard du monde entier. Première leçon forte, l'autonomie financière. Plutôt que de tendre la main à l'extérieur, le Burkina Faso a puisé dans ses propres ressources. L'État et la population ont renoué un pacte de confiance inédit. Grâce à la transparence, chaque citoyen a suivi le parcours de chaque franc, des écoles rurales aux hôpitaux urbains, des routes aux réseaux d'énergie. Cette clarté a ravivé l'élan collectif, donnant à chacun l'envie de miser sur son propre avenir. Deuxième enseignement. La souveraineté, aujourd'hui, c'est le contrôle des règles et des richesses. Elle ne se limite plus à hisser un drapeau ou prononcer de beaux discours. Elle se joue dans la capacité à refuser les conditions dictées de l'extérieur, à rédiger ses propres contrats et à décider, enfin, où va la valeur créée. Sans des milliers de milliards de réserves, le Burkina Faso a repris la main sur son destin. Les résultats sont indéniables, l'économie a bondi, le chômage a reculé et la monnaie locale s'est renforcée, une première depuis plusieurs décennies. L'argent collecté sur place a financé des projets visibles et utiles, améliorant la vie de tous, des familles au marché de quartier. Ce ne sont plus seulement des statistiques, c'est une réalité vécue au quotidien. Pour donner une idée de l'impact, prenons le cas du quartier de Zogona, à Ouagadougou. Avant la réforme, les routes étaient impraticables pendant la saison des pluies et les coupures d'électricité fréquentes. 2 ans après le lancement du programme, la voirie a été refaite, un centre de santé moderne a ouvert ses portes et un réseau d'éclairage public alimente désormais les rues. Les habitants témoignent d'une amélioration concrète de leur quotidien, preuve que la réappropriation des ressources porte ses fruits. Ce modèle fait écho bien au-delà du continent africain. Pour les pays du Sud, il trace une voie vers l'émancipation économique. Mais il inspire aussi en Europe, où grandit le débat sur la souveraineté, la transparence et le pouvoir des citoyens sur la finance publique. Le Burkina Faso prouve qu'il existe une alternative et que la reprise en main collective n'est pas le privilège des grandes puissances. Fermer les yeux sur ces leçons, c'est accepter d'être spectateur, de laisser d'autres écrire notre histoire, de voir chaque euro partir en intérêt au lieu de bâtir notre avenir. Les saisir, c'est ouvrir la porte à une renaissance économique, là où l'État et la société civile inventent ensemble une autonomie réelle. Reste une question brûlante. Qui osera franchir le pas et où surgira la prochaine surprise? Mais avant de comprendre comment ce modèle a été bâti, il faut revenir sur le tournant qui a bouleversé les certitudes. Ce moment où tout a basculé, contre toute attente. Le monde ne sera plus jamais le même. Qui aura le courage d'écrire la suite? On a longtemps pensé que l'histoire se décidait ailleurs, dans des tours de verre, loin des villes poussiéreuses du Sahel. Pourtant, un pays a déjoué les paris. Le Burkina Faso, jadis cité dans les classements des nations les plus pauvres, vient d'effacer près de 500 milliards de dollars de dettes. Sans le Fonds monétaire international, sans la Banque mondiale, sans l'aide occidentale. Un acte que beaucoup jugeaient impensable. Ce n'est pas qu'un exploit financier. C'est un bouleversement des règles du jeu mondial. La souveraineté, longtemps réservée aux plus puissants, devient accessible à ceux qui osent la bâtir, brique après brique, grâce à l'effort collectif, la transparence et la confiance dans les ressources locales. Ici, chaque citoyen, du jeune diplômé au petit commerçant, a contribué à changer le destin national. Ce qui se joue dépasse les chiffres et les bilans. Il s'agit de reprendre la main sur l'histoire, de transformer chaque franc investi non plus en dettes sans fin, mais en écoles, hôpitaux et infrastructures qui changent la vie. C'est la possibilité, pour chaque pays, de façonner son avenir. Pendant des décennies, la routine était la même.
emprunter, payer, recommencer. Le Burkina Faso a brisé cette chaîne. Il ne s'agit plus de savoir si c'est possible, mais qui osera suivre cette voie? Il n'y a plus d'excuses. Si une nation africaine, enclavée et modeste, a montré la voie de l'indépendance, pourquoi pas la vôtre? Ce moment n'est pas qu'une victoire locale. C'est un signal pour tous ceux qui rêvent de reprendre la main sur leur futur. L'histoire n'attend plus. Elle appartient à ceux qui osent la défier. Et vous, êtes-vous prêt à écrire le prochain chapitre? Pour ceux qui voudraient s'inspirer du modèle burkinabé, voici quelques étapes concrètes à retenir. Premièrement, il est crucial d'auditer la dette existante. Beaucoup de pays ignorent la composition exacte de leur dette et les conditions réelles des contrats. Un audit citoyen, ouvert et transparent, permet de distinguer la dette légitime de celle qui ne l'est pas. C'est ce qu'a fait l'Équateur en 2008, annulant une partie de ses dettes jugées odieuses. Deuxièmement, la renégociation des contrats d'exploitation des ressources naturelles est fondamentale. Il s'agit de rééquilibrer le partage des richesses entre l'État et les entreprises étrangères. Pour cela, il faut former des négociateurs aguerris, s'appuyer sur des experts et mobiliser la société civile pour soutenir ces efforts. L'exemple de la Norvège, qui a créé un fonds souverain à partir du pétrole, prouve que c'est possible. Troisièmement, impliquer la population dans le financement des projets nationaux renforce la cohésion sociale et la confiance. Cela peut passer par l'émission d'obligations nationales, mais aussi par la création de coopératives, de mutuelles ou de fonds participatifs locaux. L'expérience du Burkina Faso montre qu'une mobilisation populaire, même modeste, peut avoir un effet de levier considérable. Enfin, la transparence doit être au cœur de toutes les démarches. Publier les comptes, ouvrir les débats, associer la société civile et les médias indépendants, ce sont des conditions indispensables pour éviter la corruption et garantir l'adhésion citoyenne. La route est semée d'embûches, mais l'histoire montre que les ruptures naissent souvent là où on les attend le moins. De la petite Ouagadougou à la grande Buenos Aires, de Bamako à Athènes, des peuples relèvent la tête et réinventent leur destin. Et vous, seriez-vous prêt à transformer chaque euro, chaque franc, chaque effort en un pas vers la souveraineté? Ce n'est plus un rêve lointain. Le prochain chapitre de l'histoire appartient à ceux qui oseront l'écrire.